Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Nuria Moratal Ferrando. J'ai récemment décidé que je vais récupérer mon dossier de nom de famille euh, espagnol. Et effectivement, je suis chercheuse postdoctorale à Grenoble École de Management depuis octobre 2019. Bientôt, ça fait bientôt 2 ans et demi. Et j'ai soutenu ma thèse en février 2019 au BETA, à l'Université de Strasbourg, où je suis encore chercheur associé aujourd'hui. Et ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est un travail que je fais au BETA, donc, qui n'est pas dans le cadre de mon postdoc. Et donc, je vais très rapidement présenter un peu mes thématiques de recherche parce que je pense qu'elles ont un impact sur comment moi je vais essayer de répondre à cette question et comment je regarde la question de la créativité. Donc, mes 4 piliers de recherche sont déjà la gestion du changement, principalement le changement technologique, mais pas que, et les déterminants organisationnels de la créativité, et ensuite aussi les modèles d'affaires pour les transitions écologiques et les collaborations organisationnelles. Donc finalement, tout tourne autour de cette question de la gestion du changement parce que finalement, dans la créativité, il y a du changement, dans les transitions, il y a du changement, et on sait bien par la littérature que les collaborations sont un outil très important pour gérer ces changements. Et aujourd'hui, je me concentre sur ces 2 questions-là, donc la gestion du changement technologique et les déterminants organisationnels de la créativité. Et j'ai 2 terrains de prédilection, qui est la pratique scientifique et le terrain de l'énergie. Ce qui change par rapport à certains d'entre vous, que je sais qui est parler de créativité dans les cadres d'industrie créative, culture, musique, jeux vidéo. Je pense que ça peut avoir un impact aussi sur les questions sur lesquelles je me concentre. Donc voilà, et ce papier que je vais présenter aujourd'hui, on peut l'appeler Big Data, la transformation créative de la recherche pharmaceutique. Et je vais commencer je vais passer un peu de temps pour parler du contexte dans lequel cette recherche est née, cette idée de recherche est née, parce que je pense que c'est important. Donc, tout d'abord, on parle de quoi quand on parle de big data? Donc, ce n'est pas une question uniquement de taille des données. Quand on parle de big data, au-delà du fait qu'on parle de beaucoup de données, on parle de données qui sont complexes et interconnectées. On pourrait dire des données qui ne rentrent pas dans une feuille Excel. On ne peut pas juste mettre des colonnes et des lignes, et ça ne suffit pas. Donc, on peut penser typiquement les big data plus accessibles à tout le monde, plus connus, c'est Twitter, où on va voir ce que la personne a dit, qui a liké, qui suit, qui a retweeté les retweets. Et encore, on peut aller au-delà de ça et rentrer sur combien de réponses ont été positives, combien de réponses ont été négatives. Voilà, donc dans les bases de données biologiques, on a quelque chose de similaire. Il faut savoir que quand on parle des bases de données biologiques, parce que c'est ça que l'industrie pharmaceutique utilise, on n'est pas face à des données de type observation simple. C'est-à-dire les données sont les résultats de recherche, les résultats de ce qui normalement serait un papier de recherche. Ici, ça fait une partie de la donnée, mais c'est un peu complexe, je vais vous expliquer ça tout de suite. Et au niveau des tailles, par exemple, EBI, que c'est European Bioinformatics Institute, et c'est là où démarre ma recherche, a plus de 50 pétabytes de données, ce qui peut paraître, au moins pour moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs bâtiments, plusieurs immeubles qui sont destinés à le stockage de ces données. Et donc, je vais montrer très rapidement à quoi elles ressemblent ces données. Donc, ça, c'est par exemple, quand on va dans une des bases de données de cet institut, ça, c'est juste une donnée. C'est qu'un Excel, c'est équivalent à une ligne. C'est
un gène et on va rentrer ici toute l'information qu'on a sur ces gènes. Donc, comme on voit dans la colonne à gauche, c'est toutes les informations qu'on peut trouver sur ces gènes. Et par exemple, on peut aller ici, ici on va trouver les différents transcripts de comment ces gènes s'expriment. On peut faire clic sur un des transcripts et tout ce qui est là en bleu, c'est des données supplémentaires qu'on peut ouvrir. Par exemple, on peut voir dans pardon, voilà, on peut voir dans un chromosome où se trouve exprimer ces gènes. Et là, voilà, ça, je suis en train de vous montrer pour ces gènes, même pas 10% de l'information qu'on a. Et on a ça pour des milliers de gènes, des millions de gènes de protéines. Donc voilà, c'est des bases de données qui sont complexes. Et voilà, donc ce qu'on voit, c'est qu'en parallèle à l'évolution de ces genres de bases de données, il y a un changement de paradigme de la recherche pharmaceutique. Alors, j'ai mis entre 2015 et 2017, ces changements de paradigme n'ont pas forcément eu lieu qu'entre 2015 et 2017, mais c'est le moment où je fais ma recherche et c'est vrai que c'était quand même un moment des changements. Même si les bases de données existaient déjà avant, c'est le moment où on commence à accumuler assez de connaissances pour pouvoir bien les exploiter et on commence à abandonner les anciens moyens de faire de la recherche pour changer la façon dont on fait la recherche. Et c'est aussi un moment de croissance exponentielle de ces bases de données. Et donc voilà, on voit que les bases de données explosent, l'utilisation qu'on fait de ces bases de données explose aussi, et que les départements de bioinformatique des entreprises pharmaceutiques passent d'être 2 ou 3 personnes qui expérimentent à être au cœur de la recherche dans les entreprises pharmaceutiques. Et en parallèle, on voit aussi que les big pharma essayent d'acquérir des compétences en big data en achetant des biotech qui leur faisaient un peu la concurrence jusqu'à ce moment-là. Et ensuite, avec la partie littérature, je vais revenir un peu sur cette question-là. Donc, on est à ce moment-là, d'accord? Donc, on a des bases de données qui sont énormes, qui grandissent en continu et une recherche pharmaceutique qui commence à les utiliser. Et donc, dans ce contexte, avec mes collègues du Beta, on est appelé par cet institut de recherche qui s'appelle EBI, donc c'est l'Institut européen de bioinformatique, qui est une subdivision du laboratoire européen de biologie moléculaire, qui nous appelle pour faire une étude d'impact de ces bases de données. Parce qu'il faut savoir que ces bases de données, vous l'avez compris, elles sont énormes. Une entreprise toute seule ne peut pas gérer ça. Une entreprise toute seule ne peut pas avoir ça, même des entreprises privées, c'est beaucoup trop coûteux pour avoir ça chez lui. Donc, c'est des services qui doivent être fournis par le public. Et donc, EBI nous appelle pour faire une étude d'impact. Et donc, voilà, EBI fait de la recherche eux-mêmes aussi, ils font de la recherche eux-mêmes et ils proposent ces bases de données. C'est-à-dire, ils font la veille sur des articles scientifiques, ils vont incorporer tout ce qui sort dans les articles scientifiques, ils vont tout incorporer dans ces bases de données. Et voilà, donc ils nous demandent de faire cette étude d'impact. Il faut savoir qu'on avait déjà collaboré, donc, bon, les bêta, avant mon arrivée, avaient déjà collaboré dans un projet en 2012 avec cet institut. Et c'était un projet où les bêta essayaient de développer une méthodologie d'étude d'impact. Et cet institut était une étude des cas. Et une fois la méthodologie a été développée, on a été appelé par cet institut pour faire une étude d'impact. Et ce qui s'est passé, donc c'est une étude d'impact qui regardait les fournisseurs, les scientifiques eux-mêmes, la communauté scientifique et les utilisateurs industriels. Moi, j'ai travaillé sur la partie impact sur les utilisateurs industriels. Donc, des pharmaceutiques. Et on se retrouve à faire cette étude d'impact et c'était pas facile. C'était pas facile de faire cette étude d'impact qui s'est basée sur des entretiens parce qu'on était sur des mesures un peu quantitatives. On demandait aux chercheurs, mais alors,
quel poids ont ces bases de données de EBI dans votre recherche. Donc, eux, ils allaient nous dire, mais ce n'est pas les bases de données EBI, il y en a d'autres. Parce qu'il faut savoir qu'il y a dans le monde, il y a 3 ou 4 instituts qui offrent des bases de données similaires. Il y a les européennes, EBI, il y a les américaines, NCBI, et il y a les sud-africaines et les japonaises aussi. Et donc, on a essayé de virer la question vers, d'accord, donc l'existence de ces bases de données, peu importe que ce soit EBI ou pas EBI. Et c'était difficile à leur mettre en poids. Souvent, on nous demandait, on essayait de leur demander, pardon, de dire mais quel pourcentage de votre processus de recherche dépend de ces bases de données. Et c'était difficile. Il nous disait, mais c'est pas une question de pourcentage. La levure dans un gâteau, c'est quelque chose que quelqu'un m'avait dit, la levure dans un gâteau, c'est un pourcentage très, très petit du poids du gâteau, mais en même temps, si on ne met pas de levure, on n'a pas de gâteau. Donc, je ne peux pas vous répondre dans ces termes-là. Donc, c'était un peu compliqué, mais voilà, on a avancé. Je ne vais pas vous présenter les résultats ici parce que ce n'est pas la question. Mais ce qu'on a observé, en plus de faire cette étude d'impact, c'est qu'il y avait la créativité comme une thématique qui était latente, qui apparaissait tout le temps. On nous disait que ces bases de données, l'existence de ces bases de données permettait de faire des choses qu'ils n'avaient jamais pu imaginer faire avant, qu'ils ont complètement changé la façon dont ils posent des questions. Donc, au-delà d'avoir de nouvelles questions de recherche, ça change la façon dont ils posent les questions. Ça permet d'ouvrir de nouvelles voies de recherche. Donc, on observe tout ça. Et donc, un de nos résultats de cette étude d'impact, c'est en effet qu'il y a une augmentation de la créativité comme impact majeur sur les pharma de l'existence de ces bases de données. Et plus concrètement, cette créativité se voit en une explosion du nombre de composants nouveaux, rares et prometteurs. Donc, on voit ça. Et donc, ce que moi, comme chercheuse, je me demande, c'est plus concrètement comment ça se passe, comment la recherche pharmaceutique devient plus créative grâce à l'utilisation de ces bases de données. Et c'est là que l'étude d'impact finit et je commence ma recherche. Et donc voilà, juste une petite précision, c'est moi j'ai regardé la partie recherche. Attends, je pense que j'ai une slide pour ça. Donc voilà. Donc on observe ça, on observe plus de composants prometteurs et aussi une réduction des erreurs quand il s'agit de trouver un composant qui après va pouvoir devenir un médicament. Donc, on est dans cette partie-là et dans les liens entre les deux. C'est-à-dire que le processus de la recherche en pharma est long et que moi, je me concentre sur la créativité de cette première étape. Donc, pas les essais cliniques, qui utilisent aussi des big data, mais d'une façon complètement différente et avec une logique différente. Moi, je suis vraiment dans la créativité scientifique, la créativité de la pratique scientifique. Et donc voilà, et donc j'observe ça, et en observant ça, je me pose cette question, et c'est là que l'étude d'impact finit et que ce qui est la recherche pour moi commence. Donc voilà, et donc je vais passer par les côtés cadre théorique assez rapidement pour après aller à l'étude des cas et aux résultats. Donc, dans les cadres théoriques, on observe d'abord un déclin de la créativité pharmaceutique, pas un déclin récent, un déclin qui dure plus de 30 ans et qui a été reconnu par... Nuria, est-ce qu'on peut faire un essai par le micro de l'ordi pour voir? Oui, d'accord. Excuse-moi, parce que là, ça siffle de plus en plus. Juste pour voir si Est-ce c'est que là, vous mieux. m'entendez? Oui, Et est-ce oui. que c'est mieux ou il y a encore ce sifflement? J'ai l'impression que c'est moins fort. D'accord. Ouais, c'est beaucoup moins fort. Parce Et qu'il y ça a le doit être... ventilateur de l'ordi, mais même le ventilateur de l'ordi n'est pas si fort que ça. Ouais. Non, ça doit être lié au réseau et à Zoom lui-même. Donc, on va D'accord. continuer. Merci. Et sinon, j'ai encore un autre casque. Je peux essayer Non, mais l'autre casque ça va comme ça. Ça va, si merci. jamais.
Donc voilà, donc on a dans le cadre théorique, la première partie va expliquer ces déclins de la capacité à innover de l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que ces déclins s'expriment comment? Ce n'est pas une réduction du nombre de brevets, les brevets continuent relativement stables, malgré le fait que l'investissement en recherche augmente beaucoup, mais les brevets restent stables. Mais en plus de rester stables, c'est des brevets qui ont été un peu qualifiés de recherche incrémentale où il y avait peu des choses qui étaient très nouvelles. Et donc voilà, et ça en parallèle, ce qu'on voit, c'est une course à l'innovation qui était difficile pour l'industrie pharmaceutique avec la biotech. Donc aujourd'hui, cela paraît évident que les pharma avaient les moyens, mais à l'époque, ce n'était pas si évident que les pharma allaient gagner cette course aux biotech. À l'époque, ils s'essayaient en achetant des biotech ou achetant des brevets, mais ce n'était pas évident qu'ils allaient y arriver parce que c'est encore de très grosses structures qui ont du mal à changer et à s'adapter, à être flexibles. Et donc voilà, il y avait ça. Et une partie des. Donc, il y a deux explications à cette déclin de l'innovation, de la créativité dans les pharma. Une vient de ce que je viens de dire, c'est devenu des grosses structures qui avaient du mal à changer. Mais une autre explication qui a été mise en avant, c'était qu'il y avait un problème de fond. Celui-là était que les problèmes faciles étaient déjà résolus et on avait besoin d'une révolution scientifique ou technologique. Et donc, les big data arrivent, les grosses bases de données arrivent, et on peut se poser la question, est-ce que c'est ça la révolution qu'on attendait? Et est-ce qu'elle pourrait résoudre cette crise? Sachant qu'avec les pharma, on le sait toujours très tard, parce qu'on a des essais cliniques qui durent des années, un processus qui va du moment où on découvre un composant prometteur au moment où ça devient un médicament, ça peut passer 10, 15 ans. Donc voilà, j'essaie de voir plus que les résultats, ce qui se passe à l'intérieur. Et bon, j'essaie de m'inspirer. Bien sûr, là, je présente les cadres théoriques en premier. Et ensuite, je veux présenter les résultats, mais forcément, ce sont des choses qui se sont passées en parallèle. J'ai lancé mon terrain, j'ai interviewé des gens, j'ai commencé à voir des résultats et j'ai revenu sur les cadres théoriques. Et donc, je suis allée voir la recherche sur la créativité scientifique. Et ce qu'on voit, c'est que pour être créative, voilà, tout d'abord, ça veut dire quoi être créatif? Pour être créatif, les connaissances doivent être originales et utiles. Donc, je wonder, cette recherche faisait partie des maths et j'ai eu un problème avec l'utilisation du mot utile. Mais voilà, utile, quand on dit utile, ça veut dire que ça a de la valeur. Au moins, pour quelqu'un, ça a une valeur. Et donc, c'est comme ça qu'on définit des connaissances créatives. Et on sait aussi que la science se fait en combinant des connaissances. Et donc, la recherche nous dit que plus cette combinaison de connaissances vont combiner des connaissances nouvelles, que ce soit des connaissances qui viennent des domaines différents, qui utilisent des méthodologies différentes et qui impliquent des scientifiques qui viennent de disciplines différentes, plus elle va être créative. Et voilà. Mais cependant, ce n'est pas aussi facile qu'utiliser des connaissances très différentes parce que les connaissances différentes ont cette problématique de la distance cognitive. Elles peuvent être très différentes, mais si elles sont très différentes, on a du mal à les comprendre parce qu'elles sont trop lointaines à ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc, on n'est pas capable de les utiliser. C'est le problème lié à la capacité, à la distance cognitive et à la capacité d'absorption. Et finalement, parce que c'est un peu lié aux bases de données, quand on recherche dans la littérature, on voit aussi que c'est souvent
les connaissances tacites et pas les connaissances explicites qui sont montrées par la littérature comme étant source de créativité. Alors que les bases de données, c'est bien le contraire, on pourrait dire que c'est des connaissances complètement explicites et complètement codifiées. Et donc, encore une fois, ceci nous amène à penser quel est le rôle pour les big data. Elle permet d'accéder à une grande variété de connaissances. Ça on n'a pas besoin de faire de la recherche pour le savoir, mais est-ce que ces connaissances sont utilisables et est-ce que ça peut augmenter, ça peut faire des processus plus créatifs. Donc, avec ces questions, je ne sais pas si par rapport à la littérature, il y a quelqu'un qui a des questions. Ok, en tout cas, n'hésitez pas à m'interrompre à n'importe quel moment. Donc, voilà. Et donc, je suis allée faire une étude de cas qualitative. Et pour faire cette étude de cas, c'est pas facile les entreprises pharmaceutiques. Donc, je suis allée voir les entreprises qui font partie d'un partenariat avec l'Institut dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc un grand groupe d'entreprises. Et je suis allée voir toutes les entreprises de ces partenariats qui étaient prêtes à me parler. Et donc, il n'y avait pas tout le monde, ça je vous préviens déjà, d'une trentaine d'entreprises, ce sont celles que vous voyez ici, qui ont été prêtes à me parler. Il y avait d'autres avec qui ça a commencé, mais finalement, ça n'a pas pu avancer. Donc, la partie très exploratoire, il y avait d'autres entreprises qui étaient impliquées aussi. Mais pour la partie vraiment étude des cas, ce sont les entreprises que vous voyez ici dans cette slide qui étaient impliquées. Donc, on a fait une première séance d'entretien qui était faite sur place en profitant du moment où ils se rencontraient dans cet industry programme. C'était un partenariat, des collaborations où les entreprises s'est retrouvées avec les chercheurs de cet institut pour faire avancer ensemble ces bases de données, la recherche liée à ces bases de données. Et la première fois, ils se rencontrent une fois par trimestre et j'ai profité de ces rencontres pour aller les voir sur place et avoir un peu de temps pour parler avec eux. Et donc, la première fois, c'était au printemps 2017. C'était la première vague d'entretien avec toutes les entreprises que vous voyez ici. Et on a fait un premier focus group avec 8 de ces entreprises. Et après, pour la deuxième vague d'entretien, il n'y avait plus tout le monde qui était disponible. Et il y a eu ces entreprises-là qui m'ont permis d'aller les voir sur place, dans leur centre à Berlin pour Bayer, en Angleterre pour UCB et en Suisse pour Roche. Et qui ont accepté aussi de faire un second focus group qu'on a fait sur Skype. Et donc voilà, et parce que justement, on aurait aimé faire plus d'entretiens, mais c'est des gens qui sont très occupés et leur temps est cher et difficile à accéder. On a ajouté à notre recherche aussi beaucoup de recherches documentaires. On a inclus les rapports d'activité des EBI qui eux-mêmes font des entretiens souvent avec les entreprises qui utilisent leurs services et qui participent à leur partenariat. Mais aussi les rapports d'activité de ces entreprises, leurs communiqués de presse, et des articles journalistiques qui parlaient de ça. Donc voilà pour les données. Peut-être une petite question sur la méthodologie. Tu dis que tu as fait des focus group. Tu les as organisés comment? Est-ce qu'il y avait combien de personnes en moyenne dans ces focus group par entreprise? D'accord. Il y avait une personne par entreprise. Donc, c'est un focus group que je n'ai pas fait par entreprise, pardon. C'est un focus group que j'ai fait avec une personne de chaque entreprise, sauf pour Bayer
agroalimentaire, donc Bayer et Crop Science, il y en avait deux. Donc, dans les premiers focus group, on était sur place, il y avait 8 personnes, plus 3 chercheurs des IBI. Et dans le deuxième focus group qui était en ligne, il y avait que ces 4 entreprises, moi et ma directrice de thèse. Merci. Donc, voilà. Et donc, on va passer aux résultats. Donc, il y a 4 résultats qui ressortent, 4 grands résultats qui ressortent. Donc, pour rappel, la question qu'on s'est posée, c'est, OK, donc, il paraît que l'utilisation massive et l'augmentation de l'utilisation des big data, des techniques d'intelligence artificielle pour exploiter ces big data, aide les entreprises à être plus créatives, en tout cas en termes de résultats, en termes d'avoir, encore une fois, je vous rappelle, des composants plus prometteurs, des composants qui ont plus de chances de devenir médicaments. Mais la question était, qu'est-ce qui se passe? Comment ils en arrivent là? Et ce qu'on a observé, c'est tout d'abord une phase expérimentale qui permet le développement d'une culture d'échange et collaboration entre entreprises. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont commencé à participer pas seulement à cette industrie programme de IBI, ils participaient à plein d'autres choses. Les entreprises pharmaceutiques, elles étaient au courant qu'il fallait mettre un peu d'argent, un peu des ressources sur l'exploration. Et les équipes, ils savaient que c'était les équipes bioinformatiques. Les équipes bioinformatiques avaient un budget qu'ils pouvaient utiliser pour voyager, rencontrer d'autres gens, explorer, voir ce qui se passe. Et ceci leur a permis de travailler ensemble. Et donc, d'un côté, faire avancer les connaissances en intelligence artificielle pour exploiter les bases de données, mais aussi d'acquérir les connaissances qui existaient, entre guillemets, dans les marchés. Et donc, voilà, ce qui se passait, c'est que traditionnellement, l'avantage n'était pas tellement dans la technique, mais dans les données qu'on avait. Et les temps où les entreprises pharmaceutiques se sont rendues compte de ça, ont permis d'abandonner un peu cette culture du secret et aller un peu plus vers une culture plus de partage. Alors, je tiens à dire ici que ce n'est pas toutes les entreprises pharmaceutiques qui ont fait ça, que ce n'était pas évident et que ce n'était pas gagné d'avance. Et qu'en effet, voilà, je ne vais pas citer des entreprises ici, mais il y en a qui ne l'ont pas fait. Et c'est souvent celles qui ne l'ont pas fait, c'est celles qui sont restées plus dans le secret, celles qui finalement sont restées en décalage parce qu'ils n'ont pas pu suivre les avancements qui s'étaient faits au niveau des connaissances. Il faut dire que même pour celles qui y arrivaient, c'était un grand défi parce que les connaissances, les bases de données et les connaissances liées aux bases de données avancent à un rythme tellement rapide qui était très difficile à suivre, même en collaboration avec d'autres. Donc voilà, on voit que cette forte collaboration pendant la phase de transition permet déjà de surmonter la dépendance des sentiers, c'est-à-dire on est dans la recherche comme on l'a fait avant, et aussi de faire avancer les connaissances techniques. Et je fais juste une toute petite parenthèse pour dire parce que je n'ai pas expliqué avant comment la recherche était faite avant dans les entreprises pharmaceutiques. Donc, avant, il y a beaucoup d'années, ça se faisait vraiment c'était une question de 100% chance. On expérimentait, on mettait des choses ensemble dans une échantillon, on voyait ce qui se passait. Je ne dis pas qu'on passe de ça à Big Data. Au moment du Big Data, les entreprises, elles avaient déjà des bases de données propres, des bases de données même importantes propres à elles. Mais quand elles sont devenues publiques, les bases de données de chaque entreprise pharmaceutique qui étaient séparées, isolées, sont devenues insignificantes. Donc, et les techniques qu'elles utilisaient, qui étaient déjà des techniques bioinformatiques, elles sont devenues aussi adaptées.
Donc voilà, ce premier résultat, que je l'ai mis en premier, mais je pense quand même que c'est un résultat très important, c'est qu'elles ont réussi à être plus créatives parce qu'elles ont réussi à sortir d'une culture du secret, elles ont réussi à échanger et cet échange a permis d'être à jour dans les connaissances qu'il y avait en ce moment. Ensuite, c'est très lié à la précédente et c'est le fait que les équipes sont devenues pluridisciplinaires pour pouvoir faire face au changement et à la complicité des nouvelles données. Donc, clairement, plus ces données explosaient, devenaient publiques, devenaient grandes, plus des chercheurs en bioinformatique, qui étaient ceux qui avant faisaient la bioinformatique locale, avec les données locales, ils s'étaient dépassés et parce que leur connaissance en informatique n'était pas suffisante et en même temps, en informaticien, ce n'était pas suffisant non plus parce qu'il manquait les connaissances en biologie. Et donc, ça, c'est quelque chose que toutes les entreprises que j'ai interviewées nous ont dit, c'est qu'ils ont besoin pour exploiter ces bases de données, de créer des équipes pluridisciplinaires où ils sont mis des biologistes, des chimistes, des informaticiens, des mathématiciens pour essayer ensemble de résoudre ces problèmes. Et pas seulement ça leur a permis de comprendre les bases de données, d'exploiter les bases de données. Il y a plusieurs personnes qui nous ont dit dans les entretiens que cela les a aidés à penser différemment. Donc là, il n'y avait pas exactement une traduction parfaite française, mais les mots étaient souvent thinking out of the box. C'est ce qu'il nous a dit. Donc, ils avaient vraiment cette sensation d'avoir un changement, qu'il y a eu un changement significatif dans la façon dont ils s'approchent les données. Et donc voilà, de ces interactions sont nés de nouveaux protocoles et des nouvelles approches. Et c'est qui leur a permis d'avoir ces protocoles et cette approche sont les nouveaux avantages compétitifs dans l'industrie. Encore une fois, avant, les avantages, c'est quelles données on a. Maintenant, ce n'est plus un avantage. L'avantage était sur comment on peut bien exploiter ces données, quelle est notre façon d'exploiter ces données que les autres n'ont pas. Et cet avantage compétitif a été obtenu grâce à ces équipes qui sont devenues plus multidisciplinaires. Ensuite, si on va aux bases de données en elles-mêmes, donc jusqu'à là, je n'ai pas lu les citations, j'imagine que vous l'avez fait, mais cette citation, je l'aime beaucoup. Et c'est un chercheur qui a dit deux communautés scientifiques, on comprend, préféraient de partager une brosse à dents avant que partager le nom d'une protéine ou d'un gène. Et il continuait, moi je vais appeler un gène mon gène préféré numéro 350, alors que d'autres vont l'appeler gène Nemo. Les gènes, ils sont des noms, voilà, parfois c'est des noms très techniques, des chiffres, et d'autres fois ils leur donnent des noms un peu rigolos. Et donc, ceci faisait qu'avant, même si les données étaient techniquement publiques, parce que c'était des articles scientifiques, on pouvait aller sur Google Scholar, Science Direct et les chercher, il fallait déjà savoir ce qu'on cherche. Et si on ne sait pas ce que la communauté de recherche sur les cancers utilise comme nom pour nommer un certain gène, on ne peut pas savoir ce qu'ils ont découvert par rapport à ces gènes. Et là, c'est juste un exemple parce que tout le langage informatique et tout le langage technique qui était utilisé pour décrire ces composants biologiques changeait complètement d'une communauté à autre. Ce qui se passe avec ces bases de données, c'est qu'elles créent un langage unique, mais qu'elles permet aussi de continuer à utiliser les langages précédents. Ça fonctionne comme un dictionnaire. Il y a des outils de langage qui permettent de passer d'un langage à un autre. Et c'est ça qui était vraiment apprécié par les chercheurs. Les chercheurs ont dit c'est ça qui fait la différence. C'est cette connexion qui fait la différence pour nous. Donc
Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que les big data, en quelque part, peut assister à améliorer la capacité d'absorption des organisations grâce à ces outils, des liens, faire des ponts entre des connaissances qui auparavant avaient pu être décrites comme distantes. Et donc, les quatrièmes des résultats, c'est qui est... Alors, ces résultats, ce n'est pas quelque chose qui est soutenu par toutes les entretiens. Donc, on a interrogé toutes les gens donc, depuis que c'est apparu de façon un peu inespérée dans un entretien. On a interrogé tout le monde sur ça et on a eu des réponses plus ou moins enthousiastes par rapport à ça. Et c'est que le fait que les bases de données offrent à la fois une méthode qui est moins construite sur les hasards, c'est-à-dire on voit le big picture, comme il l'appelait, et on n'est pas juste une petite partie de l'image. Pour les big picture, on voit tout, et quand on voit tout, ce qu'on va faire, c'est de comprendre la maladie, comprendre le processus biologique, et de cette compréhension va venir la possibilité de trouver des solutions. Alors qu'avant, on dépendait un peu plus du hasard, parce qu'on n'avait pas on ne voyait pas le tout. Et donc, on a ça, mais en même temps, en parallèle, on a tout de même plus de possibilités, plus de chances d'avoir de la sérendipité, ce qu'on appelle de la sérendipité, ce qui est des découvertes chanceuses, découvertes inespérées. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est face à ces bases de données énormes qui permettent de faire des connexions, qui même si on fait des connexions aléatoires, si on utilise des logiciels d'intelligence artificielle, pas tellement pour comprendre la maladie, mais pour faire des combinaisons aléatoires et voir utiliser un composant et voir si à un moment ça réagit avec un gène, ça réagit avec une protéine. À un moment, peut-être que ça va arriver. Et la possibilité de faire ça in silico et de répéter ça des milliers de fois fait que ces découvertes hasardeuses sont plus courantes qu'avant, malgré le fait que justement la science se base moins dans les hasards. Et donc voilà, donc ça c'est les cas de découverte du côté qui soutiennent ou qui expliquent pourquoi ce qui s'est passé dans les processus scientifiques qui fait que la science soit plus créative. Et donc après, je vais aller dans des résultats qui montrent quelque part des barrières possibles, potentielles à la créativité. Mais est-ce que jusqu'ici, vous avez des questions pour l'instant? Alors, il y en a une en fait dans le groupe, il y a Bérangère qui pose la question de ça prend du temps généralement de constituer ces équipes multidisciplinaires. Combien de temps est-ce que ça a pris environ? Est-ce que ça se fait sur une longue période? Et la deuxième question qu'elle pose, c'est quelle est la pérennité de la composition des équipes? Est-ce qu'elles ont été durables dans le temps? Est-ce qu'elles se sont recombinées? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? D'accord. Donc ça va en fait faire partie des limites quelque part de ma recherche. Les équipes sont composées, ça dépend ce qu'on considère rapide ou pas, mais ça s'est fait dans des périodes de 2-3 années. C'est pas forcément très rapide. Et après, pour la pérennité, oui, c'est une des limites de ma recherche, c'est que tout ça, c'était récent quand j'ai fait cette étude. Et qu'ensuite, j'ai pas fait une étude longitudinale comme j'aurais aimé, même si j'ai changé de mail pour confirmer que certaines choses étaient encore valides. Ça, c'est pas une des choses que j'ai demandé, donc je ne sais pas. Donc voilà, ça c'était juste, donc c'est un résumé de ce qu'on vient de voir. Donc avant de passer aux barrières possibles à la créativité, parce qu'il y en a, un résumé de ce qu'on vient de voir. Donc on voit
développement d'une culture d'échange et collaboration, des équipes deviennent pluridisciplinaires, des connaissances qui sont plus diverses et plus connectées dans les processus de création de nouvelles connaissances, et des bases de données qui offrent à la fois une méthode qui est moins basée sur les hasards et avec plus de chances de sérendipité. Donc, c'est qu'on peut remarquer ici que finalement, on parle tout le temps de variété. On parle de variété, des connexions entre ces variétés, collaboration, pluridisciplinarité, on est encore dans la variété. Et cette possibilité de faire plus de combinaisons rares et donc créatives, pareil. Donc, on revient à ce que la recherche en créativité scientifique nous dit, c'est que c'est cette variété, cette capacité à intégrer plusieurs types de connaissances différentes, plusieurs bases de connaissances différentes, et le plus varié possible, c'est de là que la créativité vient. Et c'est justement en pensant à cette variété, pardon, qu'on a trouvé quelques limites à ces bases de données. Et donc, quelles sont les barrières que ces bases de données peuvent pousser à la créativité? Donc, tout d'abord, la créativité, malgré les besoins du nouveau, elle a aussi besoin, les processus ont besoin aussi d'efficience. Il y a cette tension plus ou moins reconnue entre efficience et flexibilité. Et c'est difficile d'améliorer et routiniser certains processus dans un monde qui a un changement continu et où on essaye tout le temps d'explorer pour être à jour dans tout ce qui se passe de nouveau. Et donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti de cet entretien, une espèce de préoccupation du fait que il est difficile de trouver cet équilibre, en tout cas, voilà. Et donc, la deuxième, c'est que même si très complexe, même si les bases de données du type Big Data, ce n'est pas des bases de données qui incluent que des simples observations, elles sont très complexes, elles incluent beaucoup de choses, ça reste des connaissances qui sont codifiées. Et donc, à chaque fois qu'il y a un code, il se passe quoi avec ce qui reste en dehors du code? Il se passe quoi avec les tacites? Est-ce qu'il y a des choses importantes qu'on n'a peut-être pas vu passer et qu'on ne verra plus jamais passer parce qu'elles sont restées en dehors du code? Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît comme une barrière possible à la créativité de ces bases de données. Et aussi le fait qu'avant, comme je l'ai dit, on avait déjà des bases de données, des petites bases de données. Chaque entreprise avait sa petite base de données, travaillait avec, elle faisait de la bioinformatique et le début de l'intelligence artificielle avec. Et maintenant, on a une seule base de données avec des techniques d'intelligence artificielle qui, bien sûr, chaque entreprise essaie d'avoir ses propres techniques, ses propres approches, mais voilà, les techniques qui finalement sont plus ou moins connues. Et donc, on peut se demander, est-ce que tout le monde va faire la même chose? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir quelque part, entre guillemets, l'algorithme Google qui finit par trouver toujours la même chose? Donc ici, on n'avait pas tous les chercheurs qu'on interviewait, il y en avait d'optimistes, il y en avait de pessimistes. Donc, on n'avait pas d'accord sur le fait que ça, c'était des barrières à la créativité, mais si on va voir un peu du côté de la littérature scientifique, on voit que ça, c'est une barrière possible à la créativité. Donc voilà, ça c'est la fin de mes résultats. Je vais passer ensuite un peu à la discussion. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des commentaires. Non, ce que je te propose, c'est que tu fasses la discussion là et que vers encore une dizaine de minutes maximum. Et puis après, il nous restera une bonne demi-heure pour la discussion. Super. Bon, là, la discussion, ça va être très vite. J'ai juste, si je me souviens bien, j'ai juste un dernier slide où je vais parler des limites de mon étude. Donc, tout d'abord, c'est très spécifique au Big Pharma, c'est très spécifique aux entreprises de l'industrie programme de EBI et aux entreprises qui ont voulu bien collaborer avec nous parce que
on a fait un effort énorme pour recruter des entreprises. C'était pas juste des mails, on était sur place, on était dans leurs rencontres, on participait à leurs réunions. On ne comprenait rien de ce qui se passait, mais on participait à leurs réunions et on était dans les mêmes hôtels qu'eux. On essayait de les convaincre au petit déjeuner de participer à notre étude. On disait voilà, c'est confidentiel, on est des chercheurs, et c'était très compliqué de les convaincre. Donc, on a une étude qui est très spécifique Big Pharma et qui est aussi très spécifique entreprises qui participent à cette partenariat. C'est un partenariat qui est cher. C'est cher d'y participer, donc forcément, c'est que du Big Pharma. Et voilà, il peut y avoir une différence entre les entreprises qui décident de nous parler et celles qui décident de ne pas nous parler, Et alors, j'ai parlé d'un changement de logique par rapport à la culture du secret, mais ce changement n'est pas complet. La culture du secret typique de l'industrie pharmaceutique reste. Il y avait plein de thèmes qu'on essayait d'explorer qui, à notre avis, n'étaient pas dangereux ou sensibles, mais les personnes qu'on avait en face avaient du mal à répondre honnêtement. Donc, je pense que j'ai jamais reçu dans une étude de cas autant de... Je suis désolée, ça je ne peux pas dire. Alors qu'on est vraiment dans la recherche fondamentale, le tout début de la recherche. Donc, ça, c'était aussi... ça a pu limiter un peu la richesse des résultats. Et voilà. Et une observation longitudinale aurait été souhaitable. Donc voilà. Cependant, on a quand même des enseignements. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis enseignement et optimisation. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Enseignement, je voulais juste. Pardon, excusez-moi. Je voulais juste dire enseignement. Et je vais faire un copier-coller parce que j'ai utilisé ces mots ailleurs. Donc, quels sont les enseignements qu'on peut en tirer de ça? C'est déjà que dans un moment de changement radical, il existe un enjeu qui est important de ne pas rater ces 30 changements. Et que pour faire ça, savoir être ouverte aux collaborations, même dans les industries les plus compétitives, est important parce que les changements sont trop rapides. Aucune entreprise peut y arriver toute seule. Et qu'on a besoin de ces équipes multidisciplinaires pour avoir cette capacité de penser autrement. Et je pense aussi que ce qui est important, c'est que même si je fais une observation qui n'était pas longitudinale, c'est qu'elle était souhaitable, et qu'on peut penser, 2017 c'est déjà fini, ça fait longtemps que c'est fini, je pense que ça reste très subtil parce qu'il y a des secteurs qui sont en train de passer par ceci maintenant, qui sont en train d'avoir une expérience similaire maintenant parce que le Big Data est arrivé chez eux plus tard, et je pense que ça reste important. Et voilà, et avoir en tête que je pense que dans son point de vue plus théorique, une contribution importante est celle que la codification des connaissances comme moyen pour les rendre accessibles est quelque chose à prendre en considération quand on va décrire des processus créatifs. Et donc voilà, je pense que j'ai rien oublié, c'est tout. Je suis prête à vos questions. Merci Nuria de cette présentation qui est effectivement une industrie non créative, mais qui est dans son intitulé, et qui est quand même très créative en fait. Voilà. Et c'est un peu contre-intuitif de se dire le big data comme ça va permettre d'augmenter la créativité, enfin de faire que les processus évoluent, processus de recherche scientifique et de conception, et va rendre les équipes créatives. Est-ce que il y aurait des questions? Je pense qu'il y en a, mais oui. Sinon, il y a une question. Il y a Raphaël qui a une question. Oui, qui a la main Raphaël. levée. Ouais. Merci. Je prends la parole? Oui. Ouais. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai vraiment trouvé ça intéressant.
Et en fait, ça m'a renvoyé, il y a une petite dizaine d'années en arrière, un édito de l'ancien rédacteur en chef de la revue Wired, qui s'appelle Chris Anderson, qui avait publié un papier assez cinglant et qui avait dit, alors on est déjà très loin en arrière, hein, mais avec les datas, en fait, c'est la fin de la science. C'est la fin de la théorie scientifique parce qu'au fond, les algos vont automatiquement identifier des corrélations, des patterns et des régularités dans des patterns régulières. Et puis au final, il y aura un métier qui reste à inventer, qui consistera à interpréter en fait cette corrélation et d'une certaine manière, être statisticien, ça pourrait suffire. Et alors, en vous écoutant, en fait, je me suis demandé tout de suite, c'est quoi le statut du scientifique dans la Big Pharma? C'est-à-dire, est-ce que les gars, ils voient ça arriver, ils disent c'est une super opportunité? Est-ce que c'est une menace et moi, j'ai pas du tout envie de m'embarquer là-dedans parce que moi, je viens avec tout mon capital connaissance, quoi. La théorie que j'ai emmagasinée, c'est elle qui me rend légitime, qui justifie mon salaire. C'est-à-dire que si demain, il y a juste besoin d'un data scientist, alors je ne peux plus recruter un docteur. Et donc, on ne recrute plus de docteurs là où il faut faire de la recherche, ce qui est une forme de paradoxe. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on ne voit pas vraiment arriver là, c'est la montée forcément en hyperpuissance des développeurs. L'algo de deep learning, il est développé pas par le scientifique, par un développeur. Alors, c'est quoi son statut dans l'équipe? Est-ce que c'est un assistant de recherche? Est-ce que c'est lui qui prend le lead dans le projet? Si jamais il y a découverte, comment la propriété intellectuelle peut s'imaginer? Est-ce que c'est celui qui fait l'algo ou est-ce que c'est celui qui interprète la corrélation identifiée par l'algo? Moi, je n'ai pas de réponse à toutes ces questions-là, en fait, mais du coup, je me suis demandé si vous, dans vos entretiens, même si ce n'était pas vraiment ça, est-ce que c'est des choses que vous sentez? Est-ce que c'est des tensions qui semblent apparaître ou c'est évacué, en fait? Alors, pour les statuts de scientifiques, alors tout d'abord, moi, c'est les personnes que j'ai interviewées, c'était des bioinformaticiens, des chefs de département de bioinformatique. Et, et eux, c'était la plupart, c'était pas que des toutes jeunes. Il y avait des personnes qui avaient compris ces besoins de comprendre, de devenir eux-mêmes développeurs. Et en effet, c'était des gens qui l'avaient compris, mais la plupart des chercheurs, des scientifiques de l'industrie pharma, effectivement, ont vu ça comme une menace. Et, et c'est une des raisons aussi pour laquelle ça a pris aussi de temps à arriver. Je pense que ce n'était pas juste une menace. D'un côté, ils voyaient ça comme une menace, et de l'autre côté, ils ne voyaient pas l'intérêt. Et donc, les managers qui ne comprennent rien à la recherche, ils vont demander leurs scientifiques, alors ça, big data, données, on fait quoi? Les scientifiques vont dire, ah non, ça, on garde un œil, mais c'est pas intéressant. Donc, la plupart des scientifiques voyaient ça soit comme une menace, soit comme pas intéressant. Et c'est pour ça que cela est arrivé, que les changements sont arrivés vers 2015-2017 et pas 10 années auparavant, quand ces données existaient déjà. Ça a pris du temps, entre autres, parce que les scientifiques voyaient ça soit comme une menace, soit comme inintéressant. Alors, moi, je ne peux pas. Là, ce qui s'est passé sans doute au niveau des. Parce qu'après, j'ai continué à m'intéresser au sujet. Et ce qui s'est passé au niveau des chercheurs, c'est que de plus en plus, les entreprises pharmaceutiques, mais des labos publics aussi, qui font de la recherche médicale, ils s'embauchent de plus en plus de développeurs. En effet, c'est des développeurs qui ont un PhD, donc techniquement, c'est des scientifiques, mais c'est des développeurs qui sont à la base informaticiens et qui ont fait un master et un doctorat en bioinformatique, c'est-à-dire que ce pas des biologistes à la base, c'est des personnes, comme ça arrive parfois en économie, je pense que moins en management, quoique en management aussi, il y a beaucoup de personnes, je vois beaucoup de chercheurs de plus en plus qui viennent d'un background d'ingénierie et qu'après, ils font un master en gestion et ça leur permet d'avoir des techniques très quantitatives, comme beaucoup de journaux aiment bien ça, et qui finalement, c'est des gens qui sont à la base des ingénieurs qui finissent par occuper des postes de programme management. En bioinformatique, il se passe la même chose. C'est des informaticiens, des développeurs qui ont un PhD en bioinformatique qui finissent par occuper les postes des scientifiques en biologie. Après, est-ce que ça c'est bien ou pas? Là, je ne peux pas le dire, mais en tout cas, il y a un changement qui se passe.
Rien, il y a une question, là, je vois sur le chat, enfin, il y a des réactions, et donc ça signale en fait le gros danger, évidemment, des GAFA qui ont la techno. Et une des questions, c'est est-ce que finalement les Big Pharma, ils maîtrisent les algorithmes? Est-ce que c'est eux qui les inventent ou est-ce qu'ils les achètent sur étagère auprès des GAFA? Je ne sais pas Bon, si tu as cette information-là. il y a les deux. Il y a les deux. Ouais. Ils s'en achètent et ils sont des algorithmes. Il y a les deux. Et après, pour aussi répondre à la question tout à l'heure par rapport à la propriété intellectuelle, le problème avec les algorithmes, c'est que le côté propriété intellectuelle d'un algorithme, c'est pas évident, c'est pas facile. Et donc, déjà, la propriété intellectuelle de la découverte dans l'industrie pharmaceutique, c'est l'industrie qui l'a, donc c'est l'entreprise qui l'a. Et niveau propriété intellectuelle de l'algorithme, au moment où je fais la recherche, et d'après ce que j'ai pu voir avec ma recherche documentaire que j'ai continué à faire après, on reste quand même sur les secrets des algorithmes. Donc, on met pas, voilà, on n'essaye pas de faire des brevets. Déjà parce que c'est pas évident. Et sinon, oui, pour répondre à notre question, il y a les deux. La Big Pharma, plus qu'acheter des algorithmes, achète des petites entreprises qui ont montré capacité pour faire certaines choses. Et en achetant des entreprises, achètent aussi leurs algorithmes. Et en même temps, ils développent leurs propres, ils essayent. Mais j'insiste, pas toutes les Big Pharma. On voit des Big Pharma qui ont continué à être réticentes à cette façon de faire de la recherche. Et pour l'instant, si elles ont pris cette voie, ça se passe pas super bien pour elles, mais ça reste à voir si peut-être elles vont quand même trouver un avantage compétitif à faire la recherche comme on l'a fait avant ou à trouver une autre option au Big Data. D'accord. Et alors, se pose aussi finalement une question tu en as peut-être parlé, mais ça m'a peut-être échappé. Ces grandes bases de données, en fait, inter-entreprises, les données à qui elles appartiennent? Alors oui, non, c'est peut-être que je l'ai pas bien exprimé. Donc les bases de données dont je parle, ça appartient pas, c'est pas, elles sont pas les résultats de la collaboration entre entreprises. D'accord. C'est des bases de données publiques qui sont accessibles à tout le monde. On peut, pour s'amuser, on peut aller sur le site web des IMBL EBI et on le suivre directement. Après, on va rien comprendre de ce qu'on ouvre, mais c'est des bases de données qui sont, qui sont publiques et c'est qu'elles sont faites en collaboration, les différentes entreprises, c'est des méthodes, c'est le développement des méthodes. Elles sont travaillées ensemble pour développer des méthodes. Bien sûr, elles ne sont pas payées 50 000 euros l'année, plus les voyages des chercheurs 4 fois par an, juste pour discuter de ça. Bien sûr que s'ils participaient à ce programme, à cette industrie programme, c'était pour avoir un peu pas un pouvoir de décision parce qu'elles n'ont pas, mais pouvoir suggérer à cet institut qui crée les bases de données quel type quel type de base de données ils ont besoin, ce qui devrait être mis en avant, quelle partie de la base de données devrait être améliorée. Tout ça, et ça ressort des entretiens. Ça, bizarrement, ça n'avait pas trop de mal à le dire ça. C'est nous, on aime bien pouvoir dire à EBI de quoi on a besoin. Et donc voilà, c'est des bases de données qui sont complètement publiques. Et du point de vue de la créativité, je veux dire, ton résultat, il est intéressant parce qu'il met le doigt sur un paradoxe. Euh, D'un côté, on a des bases de données qui sont très structurées. Évidemment, une base de données, si elle n'est pas structurée, elle est inexploitable. Et paradoxalement, en fait, cette structuration pousse l'interdisciplinarité, si j'ai bien compris, et un ensemble d'entreprises à trouver un langage commun. Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Oui, oui, tout à fait. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont tout partager, bien sûr. Il reste
ça, je n'ai pas parlé de cet exemple, mais souvent, les entreprises donnent tellement de valeur à leur habilité. Donc, il y a où elles décident, c'est difficile quand on n'est pas dans le domaine de faire la distinction entre ce qu'elles décident de partager, pardon, et ce qu'elles décident de ne pas partager, parce qu'elles partagent de la méthode, mais elles doivent trouver cet équilibre entre la partie de la méthode qu'on partage pour avancer ensemble et la partie de la méthode qu'on considère qu'il y a un avantage compétitif. Et quelque chose d'intéressant, c'est que ces bases de données, forcément, sont énormes, on l'a bien compris, pour les exploiter. Notre ordinateur, un ordinateur normal, même un super ordinateur, ne peut pas gérer toutes ces données. Et donc, ce qu'il y a des entreprises qui font, c'est vraiment déplacer des grands ordinateurs qui coûtent plusieurs milliers d'euros et qui sont transportés exprès dans un bateau qui les amène à côté des bases de données pour pouvoir exploiter les données sans que personne sache ce qu'elles font avec les données. Pour que personne sache quels sont les algorithmes qu'elles utilisent. Donc, les secrets continuent là. Donc, il y a des entreprises pharmaceutiques qui, d'un côté, vont participer dans ces échanges avec leurs pairs pour faire avancer la technique, et d'autre côté, elles sont tellement protectrices de leur algorithme qu'elles ne veulent pas utiliser les bases de données en ligne de façon normale et qu'elles vont dépenser des milliers et des milliers d'euros pour aller sur place avec un super ordinateur qui va travailler direct avec les données. Donc, il y a un équilibre, elles doivent trouver cet équilibre-là. En fait, ce que je voulais dire aussi par là, c'est que, par exemple, pour l'équipe de recherche à ce projet ANR, on a identifié qu'il y avait une nécessité d'avoir du Slack, différents types de Slack d'ailleurs, enfin de marge, si tu veux, de marge dans les processus, de la marge dans les ressources. Et là, on a comme un processus inverse, c'est-à-dire on ne crée pas de la marge, au contraire, on rigidifie, on se met d'accord sur une présentation structurée et des données, et paradoxalement, tes recherches montrent que ça provoque aussi de la créativité. Donc c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu contre-intuitif et qui mériterait, une sorte très intéressante, qui mériterait d'être encore plus creusé, encore plus étudié. Je vois qu'il y a beaucoup de débats en fait sur les big pharma, le fait qu'ils prennent de plus en plus qu'ils sont de plus en plus présents dans notre vie, et en même temps les GAFA qui semblent devenir eux-mêmes des big pharma quelque part. C'est quelque chose que tu as vu dans ton étude, mais on a l'impression, et on le voit par exemple avec Apple qui veut faire de son Apple Watch une application finalement de santé. On a l'impression que ces GAFA deviennent aussi des big pharma. Enfin, si c'est quelque chose que tu as pu constater, qui est un peu en dehors de notre sujet là, mais. Bien sûr, j'ai continué dans ce que j'ai pu voir. Oui, moi je dirais que je n'ai pas fait une recherche assez poussée sur ça, mais dans les documents que j'ai pu voir, c'est tout à fait ça. Ils deviennent aussi des big pharma, que ce soit par l'achat, mais c'est même plus, il y a quelques années, c'était directement par l'achat, mais même celles qui restent indépendantes, elles deviennent des big pharma, entre guillemets, au niveau déjà de leur croissance, de leur puissance qui grandissent et de leur façon de travailler. Finalement, ce qui fait, c'est pas, ce qui fait que même les GAFA deviennent des big pharma, c'est qu'à un moment, quand on a exploré pas mal et qu'on a réussi à trouver un certain nombre de choses, on commence à vouloir les exploiter et on a plus à perdre que quand on commence. Quand on commence, on est purement dans l'exploration. Au pire, on ne trouve rien. C'est un peu c'est un peu la littérature en entrepreneuriat qui nous dit ça aussi, qui nous dit, voilà, à un moment, au début, quand on est entrepreneur, on n'a rien à perdre parce qu'on n'a rien, donc on explore, on risque, on essaye de trouver des choses nouvelles, et une fois on a trouvé des choses,
ce qu'on veut, c'est les exploiter un maximum. Et on a plus à perdre. Donc, les risques, c'est plus difficile de faire face aux risques. Et je pense que c'est un peu à travers de ces processus que les biotech, les GAFA deviennent aussi des big pharma parce qu'elles commencent elles sont trouvé quelque chose, et elles veulent exploiter cette connaissance qu'ils ont trouvée, cet avantage compétitif qu'ils ont trouvé, et continuer à avancer sur ça, et aussi bien sûr faire de l'argent avec ça. Alors moi, Nuria, j'avais une petite réaction. Dans tes résultats, tu parles d'un résultat ambivalent ça diminue le hasard et ça augmente la sérendipité. Et je me demandais si, avec des protocoles et des algorithmes qui vont pouvoir tester des milliers de combinaisons assez rapidement, si on pouvait encore parler de sérendipité ou si c'était pas autre chose, justement, c'est pas un processus contrôlé de développement de ces connaissances nouvelles. Ben, j'y avais pas pensé, mais c'est très intéressant. Merci, c'est vraiment une très bonne réflexion. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Ouais. Donc, merci pour cette réflexion. Non, mais c'était une réflexion que j'avais parce que je me demandais, la sérendipité, c'est finalement la découverte hasardeuse aussi. Et là, j'ai l'impression on était vraiment dans une routinisation de l'expérimentation et pendant qu'on n'était peut-être pas tout à fait là. On était peut-être quelque part ailleurs. Oui, tout à fait, tout à fait. Je crois qu'on avait une autre question de Bérangère dans la discussion qui demandait tes avis sur l'évolution de l'industrie avec la crise actuelle qu'on vit en ce moment, qui a dû la changer, la perturber quand même pas mal. Est-ce que tu as pu suivre un peu ces évolutions? Alors, comme vous pouvez l'imaginer, les moments où la crise actuelle est arrivée, les portes se sont fermées pour moi. Dans mon cas, c'est devenu, je ne peux même pas parler de dire que c'est devenu compliqué, c'est juste, les discussions se sont arrêtées. Bon, je n'étais plus au stade des entretiens, mais après, bien sûr, j'ai continué à me renseigner et à lire. Et il y a ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a deux choses qui sont mises en parallèle en marche, c'est-à-dire la récupération pas la récupération, mais parce que ça n'a jamais été perdu, mais la culture du secret qui se mettait en place et qui est en force, et en même temps, en parallèle, la culture de l'échange aussi. Donc, les deux se sont mis en place en parallèle. Encore une fois, ça a dû être intéressant de voir comment ils ont géré l'équilibre entre l'une et l'autre. Mais en tout cas, il y a eu des initiatives des chercheurs, des pharma, et des initiatives des big pharma, des partages de données, de travailler ensemble entre plusieurs entreprises, mais en même temps de protéger dès qu'ils pensaient qu'ils savaient quelque chose de qui avait beaucoup de valeur. Je pense que ça doit être intéressant. Et s'il y avait quelqu'un qui était un chercheur en créativité, qui était dedans en faisant, je ne sais pas, faire un test chiffre, quelque chose comme ça, ça a dû être très intéressant pour cette personne. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions, commentaires? En tout cas, je trouve que c'est un secteur passionnant à étudier qui, effectivement, n'est pas évident, hein, parce que j'ai eu une doctorante, Jade Chomali, qui a eu la chance de pouvoir justement étudier la manière dont évoluer le business model et les capacités organisationnelles internes face à la numérisation, à l'utilisation des données, la création des données, tout ça. Et même si toi, tu l'as regardé d'un point de vue, comment dire, recherche scientifique,
Elle a regardé d'un point de vue capacité organisationnelle et bah, c'est loin d'être gagné dans ces biopharmas. Ça crée beaucoup de perturbations et c'est très compliqué en fait à mettre en Oui. Et dans le domaine recherche scientifique, en plus, je tiens à rappeler encore une fois que moi, qu'il y a sans doute des différences entre ce que j'ai observé et d'autres étapes Oui, du processus de création d'un médicament. Parce que encore, là où je regardais, on était encore dans une culture partagée entre la culture pharma et leur culture des chercheurs. Je pense que, mais c'était plutôt du côté la culture de chercheur. Je pense que dans d'autres moments, dans d'autres étapes du médicament, ça doit être beaucoup plus compliqué. oui. Il y a Bérangère qui posait une question. Elle dit, est-ce que vous aviez des connaissances en pharma à la base? Elle disait, ce n'est pas très évident de comprendre Non, une personne. non, j'aurais même pu mettre, des fois j'hésite à mettre ça dans les limites. Il y a eu une courbe d'apprentissage compliquée au début, d'apprendre Ouais, tout ce qui se passait, des choses qui pour moi, ça, c'était même pas de la science-fiction, c'était difficile à imaginer comment, voilà, on va voir la structure 3D d'une protéine, et on va la modéliser, on va modéliser le gène aussi, on va, avec un ordinateur, savoir s'ils vont se mettre ensemble ou pas. Euh, et c'est, non, non, ça a été compliqué et c'est possible aussi qu'il y a des informations où je suis passée à côté justement à cause de ça. mm. En tout cas, bravo hein, pour ce travail qui a dû être intense. Puis, vous avez eu de la chance aussi que ça se fasse avant la pandémie parce qu'effectivement, Oui, on a été plusieurs à avoir la même difficulté, hein, l'accès au terrain depuis 2019, en tout cas, et sur certains terrains extrêmement difficiles. mhm, Ça a compliqué vraiment la recherche, et notamment le travail des doctorants, de certains doctorants. oui. Moi, j'ai eu une chance, ce n'est pas par rapport à cet article, mais pour d'autres articles qui n'ont pas du tout à voir avec la pharma. J'avoue que j'ai eu la chance que j'ai commencé mon terrain juste au début de la crise sanitaire et que les gens n'avaient rien de mieux à faire à la maison que de répondre à mes mails. Oui, vous êtes tombé au bon moment. Donc ça a été une chance parce qu'après, ça a créé aussi une relation de confiance mais je sais que ça a sans doute été potentiellement difficile. Moi, avec ces papiers, justement, parce il y a eu un temps entre 2017 et la fin de ma thèse, donc 2017 mes entretiens, la fin de ma thèse 2019, je me suis dit, allez, pour que les papiers soient plus facilement publiables, je vais recontacter les gens, je vais aller les voir à nouveau. Et j'ai commencé à le faire avec des mails et ça aurait dû se passer finalement au printemps 2020 et ça ne s'est pas passé. Donc je comprends que ça doit être compliqué Ok. pour beaucoup de chercheurs. Merci encore, Merci à vous. Maria, d'avoir pris ce temps assez important quand même. Bon, et à tous les participants qui, j'espère, ont trouvé ton intervention intéressante. A priori, oui, vu toutes les questions, les réactions et tout ça.